Donc on m'a demandé de traiter deux sujets. L'un qui est très à la mode depuis 2-3 ans, dont on avait déjà parlé, je crois, l'an dernier, de mémoire. Et je vais faire un peu un résumé, puis une actualisation de ce que j'avais dit l'an dernier. C'est l'immunogénicité, dont on vous parle beaucoup, un peu partout. Et un deuxième sujet, donc on a jusqu'à 16h15, un deuxième sujet qui sera là aussi très ambitieux, mais vous allez voir, c'est passionnant, mais il faut s'accrocher un tout petit peu. C'est une nouvelle façon de traiter l'inflammation qui est de la traiter par des actions intracellulaires en bloquant ce qu'on appelle les voies de signalisation. Donc je vais essayer de faire pédagogique et doux et tranquille pour que la deuxième partie qui est assez immunologique, que vous puissiez bien comprendre et bien suivre un peu le cheminement de cet exposé. Donc première partie du symposium, c'est ce fameux problème de l'immunogénicité des biomédicaments. Il faut rappeler en introduction que ce n'est pas du tout un problème nouveau, en fait, le problème de l'immunogénicité. C'est un problème qui est très ancien, qui existe depuis plus de 25 ans, et qui existe finalement depuis qu'on utilise les protéines recombinantes, c'est-à-dire celles issues du génie génétique. Or, nous, on y arrive depuis une douzaine d'années, mais il faut savoir que nos collègues endocrinologues, par exemple, utilisent en fait l'insuline recombinante, l'érythropoïétine recombinante pour nos amis hématologues et néphrologues, depuis des années et des années. Et que toute protéine recombinante, c'est-à-dire toute protéine reconstituée naturellement par génie génétique, n'est jamais exactement comparable à la protéine qu'on a en nous. Elle est forcément un petit peu différente, ou parfois très différente. De même, il y a un domaine que vous connaissez, c'est que les rhumatologues connaissent bien aussi, qui est le problème des facteurs hémophiliques. Vous savez que nos pauvres hémophiles, on les a traités pendant, drôle de bruit, on les a traités pendant de nombreuses années par des cryoprécipités, c'est-à-dire par des concentrés de facteurs anti-hémophiliques qu'on extrait directement du sang de donneurs, ce qui a d'ailleurs donné une catastrophe virologique que vous connaissez, puisque quasiment tous les hémophiles, à 90%, sont séroconvertis, sont infectés par le virus C, une grande partie par le virus B, et selon les pays, entre 40 et 70% par le VIH. Donc il y a eu toute cette période, et puis un jour, on a créé par génie génétique ces fameux facteurs recombinants anti-hémophiliques, facteur 8, facteur 9. Mais ces facteurs-là aussi, recombinants, qu'on utilise depuis 15 ans maintenant, un peu plus peut-être même, là aussi, donnent de l'immunogénicité, et se traduisent par des anticorps anti-protéines recombinantes. Donc cette histoire de l'immunogénicité, les hématos l'ont vécu, les rhumatologues, les endocrinologues, les néphrologues, et nous on commence à la vivre maintenant qu'on utilise assez largement ces nouvelles molécules. Ils sont dissipés. Président, il faut mettre de l'ordre. Voilà. Bon, ils vont s'asseoir et ils vont être gentils. Donc ce processus d'immunogénicité, il est comme pour toute l'immunogénicité contre n'importe quelle protéine recombinante, que ce soit des protéines thérapeutiques ou des protéines vaccinales, ce facteur d'immunogénicité, cette immunogénicité, elle va dépendre de deux éléments. J'ai peur que ça fasse des effets, mais vous me dites si vous entendez bien. Elle dépend de deux facteurs. Un, vous voyez, dès qu'on l'approche, il ne faut pas trop l'approcher. Donc ça dépend de deux facteurs. Un, du médicament que vous injectez, donc de la molécule que vous injectez, mais ça dépend aussi énormément du sujet. Et vous allez voir, je montrerai des résultats avec les anti-TNF, tout le monde ne s'immunise pas. Ça, il faut le rappeler, ce n'est pas plus de 20 à 25% des gens qui s'immunisent. Donc l'énorme majorité, 70 à 90% des patients, ne s'immunisent pas et probablement ne s'immuniseront jamais. Donc ce n'est pas un phénomène obligatoire, ça il faut le rappeler. Donc c'est important de le comprendre parce que ce qu'on va nous observer, nous médecins praticiens, finalement le fait qu'il y ait des anticorps contre les médicaments, ça nous intéresse, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est les conséquences que ça a. Donc si on sait d'emblée que c'est autour de 25% en moyenne, bien sûr, de patients immunisés, ça veut dire que tout le monde n'est pas immunisé, ça n'est pas un problème qui touche tous nos patients. Voilà, mon introduction, comme ça tout le monde a pu s'asseoir pendant cette période-là. Donc je vais vous poser, on va traiter 4 questions ensemble. Ces 4 questions, elles sont élémentaires, entre guillemets. Ces 4 questions qui me semblent vraiment les plus importantes. La première, c'est, on parle tous d'immunogénicité, de dosage des anticorps, mais c'est quoi? Comment on dose? Est-ce que c'est un dosage simple? Est-ce que c'est un dosage compliqué? Donc on va voir ça ensemble.
Deuxième question, là aussi triviale, est-ce que tous les médicaments qu'on injecte sont potentiellement immunogènes? Question importante, hein. Est-ce qu'ils sont tous comparables, en d'autres termes? Troisième question, c'est si on peut s'immuniser contre les médicaments, qu'est-ce qui fait que 20 à 30% des gens s'immunisent? Qu'est-ce qui caractérise l'immunisation? Et le dernier point, c'est quelles sont les conséquences, c'est le plus important, le point 4, quelles sont les conséquences pratiques de l'immunisation et que faire? Et vous allez me poser la question, mais je répondrai à la question avant que vous me la posiez, c'est comment on utilise le dosage de ces anticorps anti-médicaments, ou le dosage du médicament d'ailleurs. Je vous montrerai une proposition parmi d'autres, mais c'est quelque chose qui me semble assez cohérent dans l'état actuel des connaissances. Donc vous avez vu 4 questions, et on va répondre très vite aux 3 premières, et on prendra un peu plus de temps bien sûr sur la 4e. Alors la première question, on y répond très vite, hein. Je ne vais pas vous expliquer comment on dose ces fameux anticorps anti-médicaments. J'en parlerai sur la diapo suivante, qu'on appelle, mais je donne tout de suite le nom, qu'on appelle, alors c'est un peu malheureux l'appellation, mais c'est comme ça, on appelle ça des ADA, A-D-A. Rien à voir avec adalimumab, c'est le hasard malheureux, hein, c'est subtil, mais ADA ne veut pas dire adalimumab, ADA veut dire anti-drug antibody. Donc c'est l'appellation officielle. Je vous montrerai les vieilles appellations, mais retenez cette appellation-là. Donc des ADA, on peut doser les ADA de différentes façons. Vous voyez qu'il y a 3 techniques au moins, mais il y en a d'autres. Chaque expert, chaque laboratoire, chaque firme a créé son dosage. Et donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que on dose en fonction de la technique qu'on utilise. Vous voyez les seuils de détection, hein. Regardez juste ce qui est encadré, vous voyez que c'est éminemment différent. Donc on ne peut aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, absolument pas comparer les études, puisqu'on n'utilise pas les mêmes méthodes. Donc jusqu'au jour où on utilisera vraiment les mêmes méthodes pour tout le monde, et presque, j'allais dire, pour presque tous les médicaments, on ne pourra pas comparer et dire qu'il y a tant de pourcentage de malades immunisés. Vous verrez les chiffres, hein, les fourchettes d'immunisation, ça va de 3 à 80% selon les études et les méthodes. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est bloqué par une absence de consensus sur les méthodes de dosage. Donc ça, retenez-le bien, regardez toujours comment c'est dosé, et c'est tellement différent que ce n'est pas comparable. Les techniques sont d'ailleurs très compliquées. Je fais juste un petit commentaire là-dessus. Vous comprenez bien que doser un anticorps anti-anticorps dans un système immunologique, c'est compliqué, hein, parce que tout interfère l'un avec l'autre, hein. En plus, dans du sang, où il y a l'antigène qui circule, plus ou moins. Donc je ne peux pas rentrer dans le détail, mais voyez la complexité, hein. Je prends du sang du malade, il est censé avoir du médicament. Dans ce sang du malade, il y a ses anticorps à lui, et il y a des anticorps anti-médicaments, et je vais chercher l'anticorps anti-anticorps, puisque l'antigène est un anticorps. Vous voyez la complexité. Et c'est pour ça, parce que vous allez me dire, mais pourquoi on en parle 15 ans après, alors que ça fait 15 ans qu'on utilise ces médicaments? Eh bien, il y a des laboratoires qui ont mis des années, enfin la plupart, ont mis des années à mettre au point le dosage. Un dosage qui marche, hein, reproductible, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple. Je m'arrête sur ce premier point. Donc, que dose-t-on? On dose en fonction de la technique de dosage. Des choses qui ne sont pas forcément comparables. Deuxième question, quels sont les biomédicaments les plus immunogènes? Alors, en gros, là aussi, c'est simple. Tous les médicaments produits par génie génétique sont potentiellement immunogènes, quels qu'ils soient. Tous. Donc, la réponse primaire, c'est tous, mais il y a des différences. Il y a des différences parce qu'il y a des structures, des antigènes, donc des médicaments, qui sont plus ou moins immunisants. Au même titre que pour la vaccination, c'est la même chose. Vous avez des antigènes vaccinaux qui sont plus ou moins immunisants. Donc là, on ne veut surtout pas immuniser, donc on n'est pas dans une réflexion de type vaccination, surtout pas, hein, parce que si on vaccinait, tous les malades auraient des anticorps, ce qu'on ne veut pas, mais en fait, on est un peu dans le même problème. Tout peut être immunisant à des degrés variables. Alors, pour la nomenclature, c'est pour ça que je voulais faire un petit point sur la nomenclature. Pour les plus anciens qui s'intéressent à ce sujet, vous vous rappelez qu'on appelait ça autrefois des HAMA, des AK, des HA, tout ça a été utilisé, hein, et vous voyez la terminologie que je vous rappelle. On avait commencé par utiliser le terme HAMA pour anticorps anti-murin. Pourquoi? Parce que les premiers anticorps monoclonaux thérapeutiques qu'on utilisait, je vous rappelle qu'ils étaient formés, comme le Remicade, l'infliximab, formés d'une partie murine, une partie anticorps. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas bien. Vous savez que le génie génétique permet de faire des anticorps un peu comme on veut, hein. On peut prendre des bouts d'anticorps de souris, on peut les coupler à des bouts d'anticorps humains pour en faire ce qu'on appelle les anticorps chimériques.
Mais on peut aussi, par le progrès de la biotechnologie, faire des anticorps humains à 95% ou des anticorps totalement humains à 100%. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, je vous rappelle ce point de sémantique et de détail, les anticorps qui sont chimériques, souris à 25%, on appelle ça des ximab, X comme chimérique, hein, infliximab. Quand ils sont humains à 95%, on appelle ça des zumab, comme humains, moi-même néotechnique. Et quand ils sont totalement humains, on appelle ça des mumab. Donc vous voyez, la biotechnologie, elle permet de faire tout ça. Et c'est vrai que les premiers qu'on a utilisés étaient des ximab, souris à 25%. Donc on a commencé par décrire des anticorps anti-souris, anti-murins, d'où c'est HAMA, HAMA ou AK, AK pour anticorps anti-chimériques. Donc ça, on oublie, c'est l'histoire, hein, mais c'est la nomenclature de l'histoire. Et puis, au fur et à mesure qu'on a mis à disposition des anticorps humanisés, ZUMAB ou MUMAB, on a commencé à décrire des anticorps anti-humains. Alors, par opposition à HAMA, on a décrit, c'est pas facile à dire, bon, HA. Bon, c'était pas facile à dire. Hein. Donc, je pense que les gens se sont rendus compte que c'était difficile à prononcer, même en anglais, et pire en anglais d'ailleurs. Et donc, ces anticorps, globalement dirigés contre les biomédicaments, on les a appelés ADA, Anti-Drug Antibody. La question intéressante, c'est finalement, si ces anticorps sont tous immunogènes, c'est finalement contre quoi on s'immunise le plus. Et curieusement, pendant longtemps, on a cru qu'on s'immunisait surtout contre la partie souris de l'anticorps, qui est la partie en fait la plus stable de l'anticorps. Hein. C'est un peu comme ça qu'on agit. On utilise dans les chimériques la charpente stable de la partie souris. Et on greffe sur la partie stable de l'anticorps souris la partie variable humaine. Logique, puisqu'on veut reconnaître logiquement le TNF humain. Donc on utilise bien des parties variables qu'on appelle FAB pour les parties variables, alors que la partie de la charpente qui est stable, on l'appelle FC pour constant. Eh bien, on pensait pendant longtemps que c'était la partie FC constante venant de la souris qui entraînait le plus d'anticorps. En réalité, ça c'était une vraie surprise, c'est pas du tout ça, c'est la partie variable de l'anticorps, c'est-à-dire la partie FAB, donc humaine, qui induit les ADA. Donc ça c'est une vraie surprise, donc c'est pas du tout la partie FC de souris pour les chimériques, mais c'est la partie FAB humaine, et c'est la partie FAB humaine que l'anticorps soit ximab chimérique, zumab humanisé ou mumab humain. Donc ça, c'est une vraie découverte. Ces anticorps, en fait, qui sont dirigés contre les parties FAB, donc les zones variables des anticorps, pour ceux qui ont fait un peu d'immunologie, qui se rappellent un petit peu, vous rappelez que dans la partie FAB, vous avez des petits bouts, des petites structures dans la partie FAB qui sont propres à chacun des individus. Je vous rappelle, c'est un truc élémentaire, c'est d'immunologie élémentaire, mais on a dans le sang de chacun d'entre nous des anticorps qui ont des isotypes différents. On a tous des IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, etc. Ça, c'est les isotypes. Ça, on en a tous. On a aussi tous des anticorps qui ont les mêmes allotypes. Isotypes, allotypes. Allotypes, il y en a quelques-uns, on les partage en général, mais on peut avoir des allotypes propres. Et c'est notamment ce qui fait la différence, qui peut entraîner des réactions de la maman contre l'enfant hors résus. Il y a des réactions de ce type-là. Mais le plus variable entre nous, c'est des petits bouts des FAB qu'on appelle les idiotypes. Vous vous rappelez des idiotypes, hein? Et ça, on a tous des idiotypes particuliers. C'est propre à chacun des individus. Donc on a tous les mêmes isotypes, on partage beaucoup d'allotypes, mais on a tous des idiotypes à nous. Donc, c'est ça que les gens ont mis du temps à comprendre. Si les anticorps contre les médicaments les plus fréquents, les ADA les plus fréquents, étaient bien contre la partie FAB, c'était bien contre les idiotypes qu'ils étaient le plus fréquents. Et donc, en d'autres termes, et c'est un peu la déception des firmes qui ont développé des anticorps humains ou humanisés, finalement, qu'on soit ximab, mumab ou zumab, on fait des anticorps quelle que soit la nature de l'anticorps, puisque c'est l'idiotype qui est reconnu, et qu'on est tous différents. Donc même si cet anticorps est très humanisé ou totalement humain, la structure humaine qui a servi à construire l'anticorps, elle est différente des nôtres, de vous, de moi, de nos patients. Et donc on peut, à tous les cas, développer des anti-idiotypes. Vous avez compris la subtilité, hein? Donc je répète l'histoire, on a fait des ximab, des zumab et des mumab. On a cru longtemps que c'était que les ximab qui donnaient et que c'était la partie souris qui était reconnue. Pas du tout.
c'est la partie finalement anticorps FAB, commune finalement aux Ximab, Zumab, Mumab, et en particulier les idiotypes qui sont différents de tous les individus. Donc l'équation est bouclée, hein. C'est-à-dire qu'on peut être immunisé contre tous les biomédicaments, surtout contre les anticorps. Reste le problème des molécules biomédicaments qui ne sont pas des anticorps, qui sont ces fameuses protéines de fusion. Vous savez qu'on utilise aujourd'hui en rhumatologie 3 protéines de fusion. Il y en a une, je passe le détail, vous ne l'utilisez pas, qui est le Kineret, hein, qui est l'anakinra. En fait, c'est une protéine recombinante, c'est même pas une protéine de fusion, c'est une protéine recombinante qui mime l'antagoniste naturel de l'IL1. Donc je la mets de côté, parce que vous ne l'utilisez pas, même si c'est une très belle molécule, notamment dans la maladie de Steele, dans les maladies auto-inflammatoires, c'est une molécule très importante, très intéressante, qui n'est pas du tout intéressante ou très peu dans la polyarthrite, mais très intéressante dans ces maladies-là, voire les gouttes sévères, mais on oublie, ce n'est pas le sujet. Vous avez une deuxième molécule dont on reparlera certainement, qui est une protéine de fusion, qui est l'abatacept, CTLA4, couplé à un bout d'anticorps, molécule que nous on utilise depuis près de 10 ans dans la polyarthrite rhumatoïde, qui a un profil intéressant, on reviendra, qui est commercialisé depuis peu de temps par voie sous-cutanée maintenant, on a les deux formes, IV sous-cutanée, et surtout la dernière forme, celle que vous utilisez, qui est l'étanercept, qui est une protéine de fusion, c'est le récepteur de type 1 du TNF, que l'on couple à un bout d'anticorps, qui est un bout FC. Donc c'est pour ça que c'est une protéine de fusion. Alors, vous savez pourquoi on a couplé le récepteur de type 1 au fragment FC? Vous avez une idée? Quelle est la raison? C'est pour augmenter la demi-vie. Si on injectait le récepteur soluble type 1 du TNF, ben la molécule elle serait éliminée en quelques minutes. Pour qu'elle ait une demi-vie, vous connaissez la demi-vie, 48-72 heures, ce qui permet d'injecter une fois par semaine, ce qui est intéressant, on a fusionné une partie du récepteur de type 1 du TNF, on l'a fusionné à un bout d'anticorps, un bout FC, un bout constant de l'anticorps. C'est ça la protéine de fusion, hein. C'est du FC qui vient d'un anticorps humain couplé à un bout du récepteur de type 1 du TNF. Cette protéine qui est artificielle, alors longtemps on a dit qu'elle n'était pas immunogène. En réalité, elle est immunogène. Elle peut l'être parce qu'elle est étrangère, mais elle est moins immunogène. Les protéines de fusion, en général, sont moins immunogènes que les anticorps monoclonaux, pour une raison que vous avez compris si vous avez suivi ce que je vous ai dit, ben parce qu'il n'y a pas d'idiotope. Il n'y a pas d'idiotope, puisqu'on a pris que la partie FC de l'anticorps humain et pas la partie FAB, on a remplacé la partie FAB par le récepteur du type 1 du TNF. Donc il n'y a pas d'idiotope. De plus, c'est intéressant, ça a été assez étudié, c'est plus rigide. Les protéines de fusion sont un peu plus... elles bougent moins. Un anticorps, ça bouge dans tous les sens, hein. C'est très intéressant de regarder, je vous montrerai un petit film un jour qui a été recréé pour montrer comment un anticorps bouge. Le FAB, c'est comme une tête qui bouge sur un tronc, parce qu'il doit chercher l'antigène. Ça bouge beaucoup, c'est très mobile, et donc c'est très immunogène. Une protéine de fusion, c'est très fixe, et c'est beaucoup moins immunogène. Donc ça, c'est un point quand même très intéressant, mais ça reste une protéine étrangère. Nous n'avons pas en nous d'étanercept circulant. On a du récepteur de type 1, mais on n'a pas de récepteur de type 1 couplé à un fragment FC. Donc c'est une protéine recombinante étrangère. De plus, comme toutes ces protéines recombinantes, elles ont des structures, elles ont des sucres à leur surface, comme les anticorps. Et les sucres qui enrobent les protéines, ça c'est un vieux truc de chimie humaine, hein. Vous savez que toutes nos molécules, nos protéines, elles ne sont pas pures, hein. Elles sont repliées dans l'espace, et surtout elles sont sucrées. On dit bien sucrer les fraises, mais enfin là on ne sucre pas les fraises, on sucre les protéines, elles sont sucrées, elles ont une glycosylation, comme on dit, très complexe. Cette glycosylation, qui joue pour les anticorps, qui joue pour les protéines, ce type de protéines, eh ben, ça peut aussi être immunogène dans certaines situations. En tout cas, ça peut gérer, moduler l'immunogénicité de ces protéines. Le plus dur est fait. Je vous ai expliqué le plus dur parce que j'ai insisté dans cette première partie parce que je crois qu'il n'est pas possible de comprendre ce que c'est l'immunogénicité sans avoir un minimum de connaissances immunologiques, hein, de comment ça se passe, quoi. Je pense que c'est vraiment important d'avoir vu ça. Et vous voyez, pour finir sur l'immunogénicité des protéines de fusion, on se dit, est-ce que protéine de fusion égale protéine de fusion? Non. Regardez la structure.
Vous voyez l'abatacept et l'étanercept, vous voyez c'est la structure tridimensionnelle des deux molécules, vous voyez bien qu'elles sont très différentes. Donc on ne peut pas totalement comparer, même deux protéines de fusion, on ne peut pas comparer leur immunogénicité. Elles sont faibles pour ces deux protéines de fusion, mais elles sont différentes, bien sûr. Reste à voir la troisième question. La troisième question qui est finalement une explication de texte plus pratique de ce que je viens de faire. Là, je viens de vous expliquer immunologiquement le rôle de la structure, si vous voulez. Donc, je vous ai expliqué toute cette partie-là. Je viens de vous expliquer qu'effectivement, quand on est un anticorps monoclonal, on est plus immunogène parce qu'on s'immunise contre les idiotypes. Quand on est une protéine de fusion, qu'on est solide, plus rigide, on est moins immunogène, mais qu'on peut l'être quand même. Et que toutes ces anomalies de structure, que ce soit le fait d'être idiotype, le fait d'être glycosylé, tout ça a une influence sur l'immunogénicité finale. Mais ce n'est pas la seule chose. C'est ça que je veux vous montrer par ce schéma. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui interviennent, en particulier la dose. Et là, on revient en fait à un raisonnement qui est facile à comprendre, qui est comme dans le vaccin, en fait. Injecter des petites doses de médicaments ou des fortes doses, forcément, ça a une influence. D'où la réflexion, vous vous rappelez, de ce matin. Est-ce que baisser les taux de médicaments? Est-ce que espacer, réduire les doses? Est-ce que se mettre dans une configuration faible dose, est-ce que ça ne serait pas plus immunogène? Il y a des arguments pour le penser. Je cite une vieille étude, parce que souvent on a la réponse dans les vieilles études. Vous vous rappelez de l'étude ATTRACT? ATTRACT, c'était il y a 10-12 ans. Une des premières études de Meini, de Feldman avec l'infliximab, où il comparait 3 mg, 5 mg ou 6 je crois, et 10. Donc 3 doses. Et ils étudiaient déjà il y a 12 ans, avec des tests maison, ils avaient déjà étudié les ADA, qu'ils n'appelaient pas ADA à l'époque, mais ils avaient étudié les anticorps anti-infliximab. Et ça s'appelait ATI à l'époque. Pour ceux qui se rappellent un peu de ce papier, c'est très intéressant. Mais dans le groupe des patients traités par 10 mg kg d'infliximab, il n'y avait quasiment pas d'ATI. Donc ça prouve qu'avec des fortes doses, on est un peu moins immunogène, en tout cas avec un Ximab, avec l'infliximab. Reste à prouver que c'est vrai avec les autres. On ne peut jamais extrapoler totalement, vous avez compris. Mais la dose importe. Autre et troisième élément qui importe avec la molécule, ça c'est une vraie question, c'est la voie d'administration. Vous savez qu'on fait de plus en plus de sous-cutané. IV, on passe au sous-cutané. Est-ce que le sous-cutané n'est pas plus immunogène que l'intraveineux par analogie à la vaccination? Ce n'est pas pour rien qu'on vaccine en sous-cutané. Nous, on vaccinera en IV, pourquoi pas. Mais le sous-cutané est un petit peu plus immunogène. Alors, on a peu de données parce qu'il y a très peu de molécules qui ont été commercialisées IV et sous-cutané. L'infliximab, non. L'Humira non plus. L'infliximab, il n'a été commercialisé que intraveineux. L'Humira, que sous-cutané. Et l'Ambrelle, que sous-cutané. Donc, on n'a pas de données. Le seul pour lesquels on a une donnée, je ne montre pas, mais je vous le dis, c'est l'abatacept, puisqu'il y a eu IV et sous-cutané successivement, et ils ont comparé l'immunisation IV sous-cutané. Il n'y a pas de différence significative. En tout cas, le sous-cutané n'est pas plus immunogène. Mais attention, c'est des données avec une protéine de fusion qui est l'abatacept. Je ne peux pas vous dire que c'est vrai avec toutes les molécules, mais avec l'abatacept, c'est vrai. Donc ça, ce sont tous les éléments d'immunogénicité. Vous voyez, on vient de décrire tous les éléments d'immunogénicité liés à la molécule ou à sa voie d'administration. Reste aussi un deuxième volet, je l'avais annoncé en introduction, tout le monde ne s'immunise pas. Il y a des terrains qui font qu'on s'immunise beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui favorise l'immunisation à ces protéines? Il y a différentes choses. Il y a, par exemple, l'âge, le terrain génétique personnel. On a chacun un terrain génétique qui fait qu'on est plus ou moins prêt à faire de l'immunisation et des maladies. Tout le monde ne fait pas des maladies auto-immunes, tout le monde ne fait pas des maladies allergiques et tout le monde ne fait pas des maladies immunoallergiques médicamenteuses. Tout le monde ne fait pas des maladies sériques aux médicaments. Donc il y a bien un terrain, et ce terrain il est trivial. Regardez cette donnée. Pour l'immunogénicité, il vaut mieux être un homme qu'une femme. Mais pour être protégé des infections par les vaccins, il vaut mieux être une femme qu'un homme. Et c'est des données très anciennes. Et c'est là qu'il faut, voyez, que la culture médicale est importante, parce qu'on se rend compte que tout ça était déjà connu. C'est des articles de 96, d'il y a 20 ans, qui avaient montré, ça a été démontré dans tous les sens, que les femmes répondent beaucoup mieux aux vaccins que les hommes, notamment au vaccin de la grippe, au vaccin de tous les vaccins d'ailleurs, vaccin d'hépatite B, etc. Donc,
le sexe, le genre, le sexe féminin est un facteur de meilleure immunisation pour les vaccins, mais c'est aussi, ça a été mal étudié, mais probablement un facteur péjoratif pour l'immunisation contre les biomédicaments. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de facteurs immunogénétiques qui interviennent. Pour résumer les 3 premières questions, enfin résumer, vous donner un peu une synthèse des 3 premières questions que j'ai posées et finir par la dernière, voilà ce qu'on sait aujourd'hui sur des données à peu près actualisées 2011-2012, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Voilà le pourcentage de malades avec chacun des médicaments connus qui développent des anti-drug antibodies. Vous voyez que les fourchettes, elles sont très importantes. Regardez, avec l'infliximab, ça va de 12 à 14%. Avec l'adalimumab, de 6 à 87%. Avec les autres molécules, notamment avec l'étanercept, ça va seulement de 2 à 15. Et avec l'abatacept, vous voyez que ça va de 1 à 9. Les fourchettes sont moins grandes parce qu'il y en a moins. Ce tableau montre bien donc 2 choses que j'ai expliquées, ce qui permet de résumer ce que je vous ai dit. Première chose, il y a plus d'ADA avec les anticorps thérapeutiques qu'avec les protéines de fusion, première chose, hein, ça c'est très net. Et deuxième chose, vous voyez qu'il y a des variabilités énormes, des ranges énormes qui dépendent des méthodes de dosage, des études et des patients. Donc on est quand même confronté à une difficulté liée à tout ça. Reste pour finir à comprendre quelle est la conséquence. Alors, la conséquence clinique, c'est qu'est-ce que ça change pour les patients? Alors, peut-être, je suis provocateur, hein, peut-être rien du tout. Je vais vous montrer un élément qui pourrait penser, je pense que c'est pas vrai, c'est pas rien du tout. Mais on pourrait être provocateur en disant rien du tout ou pas grand-chose. On peut penser, et c'est probablement vrai, que le fait de développer des anticorps antidrogues, des ADA, peut entraîner une inhibition, et attention, suivez bien, peut entraîner une inhibition de la molécule par des anticorps qu'on appelle neutralisants. Comment? Très simplement, si l'anticorps antimédicament, malheureusement, touche un idiotope ou une partie de l'anticorps qui est celle qui reconnaît le TNF, ben l'anticorps médicament ne peut plus reconnaître le TNF, il est neutralisé. Mais ce n'est pas tous les ADA qui sont neutralisants, bien sûr. Mais même si l'ADA n'est pas neutralisant, l'ADA, il peut se fixer sur l'anticorps, le biomédicament, et l'alourdir. Vous voyez, il le fixe, il alourdit, et en l'alourdissant, il fait que le biomédicament est plus vite éliminé. Et ça a été très bien démontré par nos amis de Tours. Quand il y a des ADA, la demi-vie du médicament, elle s'effondre. Donc vous voyez le processus. Hein. Donc des conséquences cliniques des ADA. Première conséquence, ben, peut-être rien du tout, ça doit arriver quand même de temps en temps, même dans un certain nombre de cas. La deuxième conséquence, il neutralise le site anticorps, donc le médicament ne reconnaît plus le TNF, donc il est neutralisé. Et troisième chose, même si l'ADA ne neutralise pas l'anti-TNF, il peut l'alourdir et faire qu'il est plus facilement éliminé avec une demi-vie qui s'effondre à ce moment-là. Et c'est pour ça que le malade échappe, parce qu'il n'a plus de médicaments dans le sang. D'accord? Le dernier point dont je ne parlerai pas, mais c'est bien démontré, c'est quand vous avez des ADA, rien à voir avec le problème de l'efficacité, mais vous avez plus d'intolérance. Ça a été bien décrit, des intolérances qui peuvent être anaphylactiques, qui peuvent être des maladies sériques, ou qui peuvent être d'autres conséquences, comme des toxidermies ou des maladies de ce type-là. Donc clairement, les ADA, les anti-drug antibodies, peuvent ne pas avoir d'effet, c'est possible, peuvent diminuer l'efficacité par les 2 mécanismes que je viens de citer, ou alors entraîner des intolérances par des mécanismes divers. D'accord? Ça c'est très clair, c'est un élément qu'il faut retenir. Alors, je vais illustrer ce que je viens de vous dire par un ou 2 exemples. Provocateur. Si les ADA avaient vraiment un rôle, ils devraient changer le taux de maintenance des anti-TNF, et vous connaissez ces courbes-là, il y en a plein dans la littérature, c'est le taux de maintien à 1 an et à 5 ans, donc vous voyez que les taux de maintien à 1 an sont de 70%, à 5 ans de 42%, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence entre les anti-TNF, et c'est dans un registre qui est le registre de la BSR, hein, le registre anglais. Et bien, sur 1 an, voire 5 ans, vous n'avez pas de différence entre les anti-TNF. Or, comme je vous l'ai dit, certains sont très immunogènes, comme l'infliximab et l'adalimumab, et d'autres sont beaucoup moins immunogènes, comme l'Enbrel. Mais finalement, quand on regarde les taux de maintenance, parfois, pas toujours, mais en tout cas dans le registre de la BSR par exemple, il n'y a pas de différence de taux de maintenance entre les anti-TNF. Ça montre bien, je pense, ça explique 2 choses. Un, que ce n'est pas tous les malades qui s'immunisent. Vous avez vu, c'est entre, selon les chiffres, je dirais à peu près 30% des malades qui s'immunisent. Et même quand vous êtes immunisé,
parfois, ça ne fait rien, il n'y a pas de conséquences cliniques. Donc retenez quand même, c'est important de bien retenir cet élément-là. En revanche, je vous ai dit, si parfois c'est rien, parfois il y a réellement des conséquences cliniques. C'est bien prouvé en fait dans cette cohorte de malades traités par adalimumab. Vous voyez que c'est une cohorte importante, hein, près de 300 malades, et vous voyez que dans cette cohorte bien étudiée de façon indépendante, ce n'est pas la firme qui a fait le travail, c'est un travail académique, et vous voyez que dans ce travail académique, 28% des malades de la cohorte développent des ADA anti-adalimumab. Ces anticorps apparaissent, et c'est intéressant, ils apparaissent pour 2/3 des malades dans les 28 premières semaines. Donc ça aussi, c'est un élément important. Contrairement à ce qu'on croyait, on a cru longtemps que c'était une immunisation qui venait au long cours, quand on traitait, on retraitait, etc. En fait, pour 2/3 des malades, ça survient très vite dans une période du traitement où vous n'avez rien changé. Donc vous voyez la discussion qu'on a eue ce matin, est-ce que baisser les doses, changer les doses, ça fait quelque chose? Peut-être, mais pour 67% des malades, les dés sont jetés et l'histoire s'est déjà jouée pendant les premiers mois de traitement alors que vous n'avez rien changé. D'accord? Donc ça montre bien, c'est ce que je vous ai dit déjà 2 fois, mais je le répète une 3e fois, je pense qu'on est susceptible à développer des ADA ou pas. Alors ça peut varier dans le temps, ça peut varier en fonction des comorbidités, des co-traitements, ça on va y venir, mais c'est quand même un facteur individuel et qui se met en place assez rapidement et pas au long cours. Les conséquences dans ce travail, elles montrent bien que ce n'est pas toujours rien, que souvent il y a quand même des conséquences. Et vous regardez les 2 groupes, hein, donc c'est ADA+, ADA-. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit AA, c'est probablement pour pas de confusion avec adalimumab dans cette étude, mais enfin c'est ADA- ou ADA+. Vous voyez, quand il n'y a pas d'ADA contre l'adalimumab, le pourcentage de patients qui restent en low disease activity est beaucoup plus important que pour les patients qui ont développé des ADA. Et si vous étudiez non plus la low disease activity, mais la rémission prolongée, vous voyez, les malades sans ADA ont beaucoup plus de rémission prolongée que les patients qui ont des ADA, parce que vous voyez que c'est très peu, c'est 10% des malades qui ont des ADA qui restent en rémission après 150 semaines. Donc c'est visiblement le fait de développer des ADA contre l'adalimumab est un facteur qui réduit l'efficacité. En tout cas, dans ce travail académique, ça a été très très bien prouvé. Le dernier point de ce travail, qui a été confirmé par d'autres, c'est qu'un des facteurs, et ça c'est de la pratique, qu'un des facteurs importants pour limiter l'immunogénicité chez les malades, chez les 25-28% de malades qui s'immunisent, c'est pas tous, mais chez ceux-là, un point important est de co-traiter avec le méthotrexate. Ça c'est très intéressant, et vous voyez dans un papier présenté à l'EULAR il y a 2 ans maintenant, évidemment que le pourcentage de malades qui développent des ADA est beaucoup plus faible avec le méthotrexate. Regardez, ça c'est la colonne, c'est Humira en monothérapie. Hop, dans cette étude, Humira en monothérapie, c'est 50% des gens qui font des ADA. Si je prends les malades avec de l'Humira et du méthotrexate à entre 12,5 et 20 mg par semaine, c'est moins de la moitié des malades qui développent des ADA. Donc c'est très intéressant le méthotrexate en soi, par des mécanismes que je ne vais pas décrire, mais en soi, le méthotrexate réduit de moitié aux doses usuelles, au moins de moitié, le taux d'anticorps qui apparaît sous Humira. Donc je pense que c'est un point très pratique et qui a été confirmé par une méta-analyse de l'ensemble des études qui montre bien l'effet protecteur du méthotrexate pour l'Humira. Hein, ça n'a pas été fait pour l'instant correctement avec les autres molécules. Reste une autre façon de lutter contre l'immunogénicité, et c'est ce que font nos amis gastro-entérologues, ce que nous on ne fait pas. Ils font une chose originale, enfin ils font 2 choses originales qu'on ne fait pas pour lutter contre l'immunisation. Ils font des désensibilisations comme on ferait contre le venin de guêpe. Pour des malades qui ont des maladies de Crohn, pour lesquelles il n'y a aucune alternative, ils n'ont que les anti-TNF, et donc ils ne peuvent faire que ça. Et après une allergie probablement liée souvent à des ADA, dans cette maladie de Crohn, ils réintroduisent l'infliximab ou l'adalimumab à des toutes petites doses infinitésimales à la pompe, et ils montent progressivement les doses, et ils arrivent en fait par un effet de désensibilisation à rattraper les malades et à repermettre une bonne tolérance. C'est un phénomène immunologique connu, je le répète, c'est connu par les allergologues quand il y a une désensibilisation au venin. Il y a une autre stratégie qui a été utilisée de façon un peu plus sauvage, entre guillemets, c'est augmenter les doses.
nos amis gastro-entérologues, et ça a été démontré, je vous montre cet exemple publié en 2007, hein, dans des maladies inflammatoires, maladies de Crohn, et ça a été fait dans la polyarthrite rhumatoïde aussi. Mais économiquement, c'est bien sûr pas intéressant, mais c'est de fortement augmenter les doses. Vous dosez, vous triplez, vous quadruplez les doses, et vous induisez un effet de désensibilisation forte dose. Vous voyez cet exemple publié, où le malade, en fait, vous passez d'une dose standard d'adalimumab à une dose plus forte, doublée, et vous voyez en fait se moduler le taux d'anticorps anti-adalimumab et restaurer l'efficacité de la drogue. Donc c'est des thérapeutiques en fait en forçant les doses. Je répète que c'est une façon de faire, mais c'est pas une façon de faire, c'est médical, mais c'est pas très économique, puisque vous doublez le prix ou vous triplez le prix en fonction de la dose administrée. Donc en conclusion de cette première partie, c'est que faire en pratique avec, dans ce concept de dosage des anticorps anti-médicaments et de dosage de médicaments. Alors on va être très simple aujourd'hui, très honnêtement, en pratique quotidienne, rien. Aujourd'hui, à mon sens, cette réflexion et ce travail autour de l'immunisation et du dosage, du monitoring des drogues, je crois qu'aujourd'hui, ça reste encore de la recherche clinique. Je crois que, sauf exception, ça a peu d'intérêt en pratique quotidienne. Je le répète, sauf exception. Néanmoins, sur ce qu'on sait aujourd'hui, voilà un schéma que Claire Dayen de Montpellier avait construit et qui est assez cohérent, mais je le répète, qui préfigure peut-être ce qu'on va faire, mais qui mérite des études complémentaires. Vous voyez, suivez le schéma qui est assez simple. On introduit un anti-TNF. Vous regardez au 3e mois ce qui est pertinent. Vous regardez si le malade a répondu ou pas répondu. Bien sûr, s'il a répondu, on continue, pas de problème. Si le malade n'a pas répondu, c'est-à-dire réponse SOLAR inférieure à 0,6 points de gain de DAS, à ce moment-là, peut-être que dans un avenir prochain, on pourra doser. Mais la proposition faite n'est pas du tout de doser les ADA, mais de doser le médicament. Ça, c'est fortement soutenu et reconnu notamment par les gens de Tours qui connaissent bien cette technique. On dose plutôt le médicament. C'est beaucoup plus logique. On dose le médicament et vous avez deux situations. Soit le médicament est un seuil thérapeutique et à ce moment-là, le médicament est au bon seuil, mais le malade ne répond pas. Donc là, vous pouvez effectivement rechercher les anticorps, mais probablement qu'il n'y en a pas. Et dans ce cas-là, logiquement, vous allez vers un autre biologique, puisque c'est un malade dont la maladie ne répond pas, alors que le médicament est dosable à un bon seuil thérapeutique dans le sang. Deuxième situation, l'anti-TNF n'est pas au seuil thérapeutique. Là, il est intéressant de savoir s'il y a ou pas des anticorps contre le médicament, des ADA. S'il n'y a pas d'ADA, la logique est de continuer l'anti-TNF 3 mois de plus, et vous allez peut-être rattraper de l'efficacité. Pas de recommandation d'augmentation de dose, mais on continue encore 3 mois. En revanche, s'il y a des anticorps, s'il y a des ADA, dans la partie droite, on préconise aujourd'hui dans la polyarthrite, plutôt que d'augmenter les doses ou de tenter des trucs, plutôt de changer vers un autre anti-TNF ou vers une autre molécule biologique. Bien sûr, si à 3 mois, après 3 mois de plus, le malade répond, c'est très bien. S'il ne répond pas, on propose une rotation. Donc vous voyez, c'est un schéma d'utilisation future peut-être, des dosages du médicament et des anti-médicaments, des ADA, qui permettra peut-être d'affiner notre stratégie. Mais je le répète, c'est un schéma qui peut bouger en fonction de l'acquisition de connaissances nouvelles sur l'immunisation et peut-être de stratégies d'inhibition de l'immunisation, notamment d'optimisation du méthotrexate. Vous avez compris que le méthotrexate optimisé permet éventuellement de sauver la mise, avec une question qui reste en suspens. Si ce que je vous ai dit est vrai dans la PR, est-ce vrai aussi dans la spondylarthrite, où on disait jusqu'à présent, dans une forme axiale, on ne met pas de méthotrexate, on met l'anti-TNF seul. Donc vous voyez la question qu'il y a derrière ça. Je ne pourrais pas répondre, puisqu'on n'a pas beaucoup de données aujourd'hui dans cette maladie-là, mais la question est bien sûr très pertinente. Donc la conclusion sur l'immunogénicité, pour que les choses soient claires, tous les biomédicaments peuvent être immunogènes, je vous l'ai dit, quelle que soit la méthode de dosage. Mais bien sûr, les monoclonaux sont plus immunogènes, mais tout ça est bien sûr modulé par des facteurs qui sont la voie d'administration, qui sont le rythme d'administration et éventuellement la dose administrée. Beaucoup de questions restent entières, Comme on en a évoqué ce matin quand on a parlé de l'arrêt à la rémission, de la réduction de dose à la rémission, beaucoup de questions restent encore posées. Vous avez compris aussi, deuxième point,
que les conséquences de l'immunogénicité sont variables, allant de rien à des réductions d'efficacité par les deux mécanismes que j'ai cités, à des effets indésirables. Et dernier point, vous avez compris aussi, et on le sait déjà maintenant grâce aux études sur le méthotrexate, l'immunogénicité est contrôlable. Elle est contrôlable en optimisant la dose de méthotrexate, même si la molécule, c'est déjà une application pratique dans la PR, même si la molécule ne semble ne rien apporter sur l'efficacité, eh ben, il faut peut-être laisser au moins 10 mg de métaux quand c'est un anticorps monoclonal pour réduire le risque d'immunogénicité. Donc j'ai dit peut-être, parce qu'il faut encore prouver que ça a un vrai intérêt. L'étude que j'ai montrée avec l'adalimumab semble le suggérer, mais je pense que ça mériterait d'être confirmé par une ou deux études encore. Donc voilà sur l'immunogénicité. J'espère que je vous avais dit que c'est un sujet qui est très actif actuellement. Beaucoup de questions sont posées. C'est un sujet compliqué parce qu'il touche à la fois à l'immunologie, à la pharmacocinétique, à la pharmacologie et aux conséquences cliniques, et qu'il y a des dizaines probablement de paramètres qui interviennent dans la même réflexion. J'espère que j'ai été assez clair. Remettre les choses en place pour que vous ayez les bases pour comprendre ce qu'on vous raconte.